Bonsoir à tous, merci d'être venus aux Rencontres des Gobelins. Et au nom de Hervé Lemoine, donc, je vous souhaite la bienvenue aux Rencontres des Gobelins, avec cette thématique que l'on poursuit depuis un certain nombre d'années autour du design, des métiers d'art, du développement durable, avec ce soir 3 acteurs, peut-être moins de la partie création, mais plutôt, quoique le dernier intervenant sera sur la partie création, mais aussi comment valoriser les matériaux, comment valoriser les nouveaux processus autour du développement durable. Donc je laisse la parole tout de suite à Héloïse Leboucher et on se retrouve pour les questions plus tard. Merci et très bonne soirée. Merci. Bonsoir à tous et merci d'être là. Donc notre première intervenante est Mélanie Fourcy. Donc Mélanie, vous êtes issue d'une formation en management de l'innovation et développement durable. Il faudra nous en dire quelques mots pour que tout le monde connaisse mieux un peu ces nouveaux diplômes qui sont aujourd'hui indispensables. Vous êtes chef de projet économie circulaire au sein de l'association Les Canaux. Et ce sera l'objet de ce que vous allez pouvoir nous présenter aujourd'hui. Et au sein de cette association, vous pilotez donc le programme Booster Circulaire, qui est un programme qui permet l'accompagnement d'une promotion de 20 designers, fabricants et éditeurs de mobilier qui sont ainsi accompagnés pour prototyper, commercialiser en série des gammes de meubles de réemploi. Et en cela, vous inscrivez complètement dans cette logique développement durable et circularité. Et on est ravis de vous recevoir ici, Mélanie. Merci beaucoup, merci pour cette introduction, Héloïse. Moi aussi, je suis ravie ce soir de participer à ces rencontres des Gobelins. Et surtout, je suis ravie de voir qu'il y a autant de monde sur un sujet qui est pour moi complètement urgent de résoudre sur les enjeux de l'ameublement. Je voulais m'arrêter d'ailleurs sur effectivement les enjeux environnementaux et sociaux qu'il y a autour de la consommation de biens d'équipement, de mobilier, parce que il y a une étude de l'ADEME qui a été réalisée sur la face cachée des objets de notre quotidien. Et donc, c'est assez hallucinant quand on voit que le poids total des équipements, donc comprenant le mobilier électroménager dans un foyer, équivaut au poids d'un hippopotame, donc c'est environ 2500 kg. Mais surtout, ce qu'on ne sait pas, c'est le poids caché des matières qu'il a fallu mobiliser pour réaliser ces meubles, qui équivaut à 18 hippopotames. Et puis, évidemment, les émissions carbone, qui est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment. Donc, pour produire tous ces meubles qui constituent notre quotidien, cela équivaut environ à 6 allers-retours Paris-New York en avion. Et donc, aujourd'hui, je trouve que c'est hyper intéressant de s'arrêter sur le fait qu'il faut effectivement réutiliser l'existant, les matières qui existent déjà, qui ont déjà eu une première vie, voire deux, et leur donner encore un peu de souffle et les transformer dans de nouveaux meubles, nouveaux objets. Et c'est en cela que les savoir-faire des métiers d'art peuvent permettre cette réutilisation des matières. Pourquoi la réutilisation et pas le recyclage? Parce que le recyclage, évidemment, c'est hyper important et essentiel sur certains produits, mais c'est quand même plus énergivore que la réutilisation des matériaux. Et c'est pour ça que je trouve que les métiers d'art permettent vraiment de passer au-dessus de l'étape de recyclage et d'aller directement vers la réutilisation d'un objet dans son entièreté, mais simplement retransposé dans un contexte de mobilier. Pour revenir un petit peu du coup sur le retour d'expérience de l'association dans laquelle je travaille, qui est donc l'association des Canaux. C'est donc une association qui a été fondée il y a 5 ans à l'initiative de la ville de Paris, bien qu'aujourd'hui on en soit totalement distinct. C'est une association dont la mission est de former et promouvoir les structures engagées pour l'environnement et la solidarité. On dit comme ça, c'est hyper vaste comme mission, mais du coup on la réalise de 4 manières très concrètes. D'abord par une activité de sensibilisation du grand public, des professionnels aux enjeux environnementaux, par la formation et l'accompagnement, et c'est dans ce cadre-là que le programme que je pilote au sein de l'association Les Canaux, donc le booster circulaire que tu as évoqué, Héloïse, intervient, mais j'y reviendrai plus tard. La mise en relation de tous ces acteurs et enfin l'apport d'affaires. Et une des particularités des Canaux, c'est qu'on a nos locaux qui sont situés dans ce bâtiment que vous voyez derrière moi, qui est donc l'ancien centre administratif de gestion du canal de l'Ourcq dans le 19e. C'était des bâtiments qui avaient été laissés à l'abandon pendant 10 ans et qu'on a du coup réhabilités entièrement en économie circulaire. Aujourd'hui, du coup, c'est vraiment une vitrine du design circulaire à Paris qu'on ouvre aux entreprises, aux élus, aux collectivités, au grand public pour montrer que
c'est possible de réaménager entièrement des lieux à partir de matériaux réutilisés et réemployés. Et cette prouesse, on l'a réussi en 2 phases de rénovation. Donc une première qui a consisté à réhabiliter ce bâtiment et à en faire, comme je disais, une vitrine de l'économie circulaire et une vitrine des savoir-faire autour de la réutilisation de matières. Donc là, ce que vous voyez derrière moi, c'est plusieurs salles des canaux que tu as eu l'occasion de visiter, Héloïse. Et d'ailleurs, je vous invite à me contacter à l'issue de cette présentation si le détour vous intéresse. Et donc, je disais, voilà, si on a pu réussir à réhabiliter ce bâtiment entièrement en économie circulaire, c'est parce qu'on a réussi à fédérer, à rencontrer des artistes et des artisans qui maîtrisaient des techniques d'artisanat d'art et qui ont pu aller chercher une matière déclassée ou une matière rebut pour la transformer en ornement, en mobilier, en ameublement pour ce bâtiment. Donc ici, vous voyez sur la gauche un plafonnier en papier sulfurisé déclassé. Donc, dans la production de papier sulfurisé, il y a des grammages assez précis et quand le papier ne respecte pas ce grammage, il est mis de côté par les industriels. Et donc Junior Fritz Jacquet, qui est un artiste du papier, est allé récupérer ce gisement et en a fait ses plafonniers, ses luminaires, puisque le papier sulfurisé est un papier résistant à la température et du coup se prête très bien aux luminaires. Donc c'est hyper intéressant de voir comment on peut partir du matériau rebut et imaginer par la suite des aboutissements de meubles ou d'ornements comme cela. Et pour la petite anecdote, Junior Fritz Jacquet était un élève dissipé à l'école primaire et son professeur lui a fait faire des origamis pour le canaliser. Et en fait, c'est devenu sa passion, son métier. Et aujourd'hui, tout ce qu'il fait est absolument réalisé sans colle, uniquement à partir des techniques de pliage, ce qui est assez incroyable, surtout sur des plafonniers de cette taille-là. À côté, vous avez une fresque florale qui est réalisée à partir de sacs plastiques. Avec des techniques du coup d'orfèvrerie, de la bijouterie, puisque chaque pétale de plastique est travaillé comme le soufflage de verre et vient ensuite être serti sur des petites pièces de métal pour ensuite former cette fresque. On a ensuite eu, comme je le disais, une deuxième phase de rénovation, où là, le but, ça a été d'aller encore plus loin en isolant le bâtiment pour l'énergie, et puis en rendant le rez-de-chaussée accessible aux personnes en situation de handicap, et également rendre le rez-de-chaussée modulable, cloisonnable, pour nos différents événements. À nouveau, je voulais vous remettre quelques exemples concrets de la manière dont les métiers d'art peuvent permettre d'embellir, de donner leur noblesse à des matériaux qui sont mis au rebut alors qu'ils ont encore une utilité possible. Sur la gauche, vous voyez des dalles en bois debout réalisées par Atelier Rare. Et ce qui est fou, c'est que donc, ces tout petits morceaux de bois que vous voyez, c'est déjà des chutes de bois. Donc on est quasi sur du déchet ultime qu'on vient ici assembler côte à côte pour refaire le motif des mosaïques. Parce qu'en fait, à la place de ce bois debout, c'était des cloisons qu'on a abattues pendant cette phase de rénovation. Et plutôt que de laisser un vide au sol, on s'est dit on va faire une continuité avec la mosaïque existante et ces petites chutes de bois. On a ensuite des briques d'isolation en moquette de réemploi. Donc le fond marron, c'est la moquette brute. Et en fait, le studio design Les Résilientes, qui est un studio design issu de Emmaüs, est simplement venu broder ces moquettes pour en faire un ornement. Et donc ces briques textiles ont ensuite été posées contre le mur pour isoler le bâtiment. Dans une logique de sobriété, donc pas de placo, pas de bâti en fait. On vient simplement poser ces briques textiles pour isoler le bâtiment. Et pour finir, un exemple aussi que je trouve très parlant sur le sujet, c'est cette cloison amovible que je vous montrais juste avant, cette cloison bleue qui est également acoustique et qui permet également d'utiliser des tout petits bouts de chute de tissu. Parce qu'aujourd'hui, il y a une problématique qui est qu'on collecte de plus en plus de tissus, de textiles, mais de moins en moins qualitatifs. Et en fait, du coup, Les Résilientes vient découper des tout petits bouts de tissu dans les textiles abîmés, qu'elle assemble et qu'elle vient rebroder par-dessus avec ses lignes horizontales pour permettre de réutiliser le plus possible de textiles.
Et donc cette maison, quand on l'a fait visiter, comme je le disais, aux élus, au grand public, etc., il y a toujours un peu un effet waouh qui se crée et qui fait que les carnets de commandes des fournisseurs de la maison ont commencé à se remplir, à déborder. Et c'est là qu'on a identifié un véritable enjeu de structuration de cette filière de l'ameublement circulaire. Et c'est comme ça qu'on a lancé le Booster Circulaire, qui est donc le premier programme national qui s'adresse vraiment à tous les fabricants, éditeurs et designers de France, donc pour les accompagner dans l'intégration des processus d'économie circulaire dans la fabrication de leurs meubles. Donc c'est un programme qui dure 18 mois, avec une phase de prototypage et une phase de commercialisation. L'enjeu, c'est vraiment d'arriver à de la production de meubles en moyenne série à partir de matériaux entièrement issus du réemploi, uniquement issus du réemploi, je veux dire. Et donc c'est intéressant de voir comment là aussi on peut avoir par les métiers d'art et les savoir-faire inhérents à ces métiers, comment on peut venir à nouveau embellir cette matière, mais dans une logique de production en moyenne série, plus uniquement sur de la pièce unique. Donc ici je vous ai mis quelques exemples de réalisations qui ont été faites dans le cadre de la deuxième édition de ce programme, donc avec la seconde promotion de fabricants et designers accompagnés. On a cette console sur la gauche qui est faite à partir de dosses de bois. Les dosses, c'est la partie du tronc d'arbre inégale et recouverte d'écorce. Et en fait, comme cette partie est inégale, elle est très difficile à travailler et elle est en général automatiquement envoyée au bois de chauffage des scieries. Et cet ébéniste a choisi de les retravailler et de garder la propriété arrondie de cette partie du bois. On a ensuite à côté un tabouret qui est fait à partir de tout petits tasseaux de bois qui sont les chutes d'une ébénisterie centenaire, donc meuble Loiseau. Et à l'aide de ces chutes, ils font donc cette structure de tabouret. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont allés chercher un autre savoir-faire pour compléter ce tabouret. Ils sont allés donc chercher dans le bassin industriel autour de chez eux des élingues. Ce sont des câbles de chantier à usage unique parce que ce sont des sangles qui servent à soulever des charges lourdes sur les chantiers et la réglementation en vigueur veut qu'on ne les utilise qu'une fois pour des raisons de sécurité. Alors que c'est un matériau hyper résistant. Je crois que c'est une résistance 1 tonne. Donc voilà, c'est du nylon hyper intéressant. Et donc Meuble Loiseau est allé chercher des savoir-faire de couturiers et couturières et de tapissiers et tapissières pour faire ce tressage de sangles sur son tabouret et en même temps garder la propriété de poids, de soulevage des sangles en tant qu'assises. Et pour finir, vous reconnaissez peut-être le bois debout sur la table tout à droite, qui est faite par Atelier Rare et que je vous avais montré sur les mosaïques du sol de la Maison des Canaux. Et un petit mot pour finir s'il me reste du temps. On a également, à l'issue des visites de la Maison des Canaux, lancé un MOOC. Donc c'est un cycle de formation en ligne avec des vidéos et des interviews d'acteurs inspirants sur le sujet. Donc c'est un MOOC qui s'appelle l'économie circulaire appliquée au bâtiment, au design et au mobilier. Et qui permet de se former sur les gestes et qui permet de s'inspirer des acteurs qui ont meublé la Maison des Canaux, dont ceux que je vous ai présentés. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Effectivement, je vous invite tous à aller au Canaux. Tu n'as pas donné l'adresse, je crois? Oui. Comment ? Non, 6 quai de la Seine. 6 quai de la Seine, c'est très beau. C'est ça qui est aussi très intéressant dans la démarche que vous menez, c'est que on a à la fois la conscience de s'inscrire dans quelque chose qui renouvelle la perception de la fabrication et de la création, mais toujours dans quelque chose aussi de très esthétique. Voilà. Mais c'est hyper important de rendre tout ça désirable et effectivement, si je vous dis pas que c'est du réemploi, vous ne le savez pas. Et je trouve que c'est ça qui est magique avec ces savoir-faire, ces métiers d'art, ces matériaux rebus, de marier les deux, ça donne quand même des choses assez extraordinaires, je trouve. Oui. Des questions peut-être? Et alors je pense que c'est un acronyme, mais je ne saurais pas effectivement vous dire exactement ce que c'est, mais ça désigne un cycle de formation en ligne. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire et regarder des vidéos d'acteurs inspirants sur notre site. D'accord, très bien, merci. Vous en avez lancé un ?
Ok, super, merci beaucoup. Moi, j'avais une petite question concernant le rapport avec les entreprises. Quand on voit les objets qui ont été montrés, on voit bien que c'est de l'œuvre d'art, c'est de l'œuvre unique. Comment les entreprises peuvent s'inscrire dans cette démarche-là, plus dans la petite, moyenne ou éventuellement grande série, par rapport à cette question du réemploi? C'est vrai que la problématique, c'est passer de l'ouvrage unique à quelque chose de beaucoup plus large. Comment s'adapte en fait l'outil de production, et notamment le ramassage, la collecte? Est-ce qu'il y a un modèle qui se met en place? Alors, comme c'est très récent, c'est tout neuf. Est-ce qu'il y a des mises en place de ces modèles-là économiques? Tout à fait. Alors, c'est vrai que la problématique principale du réemploi, c'est que le gisement est complètement aléatoire, tant sur la qualité de ce qu'on va trouver que sur la quantité et sur les périodes où on va pouvoir avoir ce gisement de disponible. Donc du coup, un des enjeux du programme que je pilote, c'est vraiment d'accompagner ces acteurs à identifier, souvent autour de chez eux, aussi dans une démarche locale et de circuit court, d'identifier autour de chez eux des entreprises qui vont pouvoir... des entreprises qui ont par exemple des défauts de production assez récurrents, et donc c'est des matériaux qui partent au rebut, alors que donc je prends par exemple, je l'ai pas en photo là, mais j'ai un des fabricants que j'ai accompagné qui a identifié un industriel qui produit des béquilles juste à côté de son atelier, et en fait les béquilles c'est un outil médical, donc s'il y a un petit défaut, c'est pas du tout utilisable dans son contexte médical, et donc du coup ce fabricant récupère ces béquilles pour en faire une lampe. Et donc voilà, il y a déjà cette première piste pour identifier un gisement et le pérenniser. Et puis l'autre chose, c'est que on reste dans une société où on consomme, la plupart des gens consomment énormément, et il y a quand même du gisement en quantité. Et effectivement, après, il y a un vrai travail à faire par le fabricant ou le designer de sourcing, de tri et parfois de nettoyage, comme c'est le cas pour les sangles de chantier que je montrais. Ça, c'est pour la disponibilité du gisement. Et puis, il y a une autre chose qui est que parfois, ce sont des petites structures qui ont déjà dans leur ADN l'économie circulaire, mais qui n'ont pas forcément une capacité de production suffisante pour répondre à des marchés en B2B notamment, où il y a des logiques de volume assez importantes. Et là encore, le rôle des canaux, c'est vraiment de les accompagner dans la recherche de nouveaux locaux ou dans leur recrutement, dans l'outillage, de les mettre en relation avec d'autres experts. Voilà, pour répondre à une offre qui grandit vraiment, on le voit. En gros, nos poubelles sont nos gisements de pétrole, ce qui est toute une révolution à mener. Moi, je voulais l'autre question, s'il n'y en a pas d'autres. Ah. L'adresse, c'est quai de Seine numéro 6, quai de la Seine. Si vous tapez la Maison des Canaux, vous trouverez sur Internet, et je vous remets mon contact à la fin si vous voulez. Hop. Oui, comme gisement, il y a également tout ce qui est au fond des canaux de Paris. Est-ce que vous y avez réfléchi? Bon, je pense qu'on aurait un petit peu du mal à nous en servir, effectivement. Les gisements doivent être propres. Oui, ou en tout cas nettoyables, et souvent c'est rouillé ce qu'il y a au fond. Comme c'est une révolution qui est en cours, j'imagine que la notion de médiation est importante, de sensibilisation. Que fait est-ce qu'il y a des politiques de sensibilisation, de médiation auprès des jeunes, auprès des moins jeunes éventuellement, ou même des ateliers, ou peut-être des ateliers ouverts à tous, chacun apporterait ses poubelles, et qu'est-ce que je peux faire avec? C'est vrai que c'est un format d'atelier auquel on n'a pas pensé. Nous, le levier de sensibilisation qu'on privilégie, du coup, c'est les visites de la maison, parce que c'est un exemple hyper concret et hyper désirable de ce que ça peut être l'avenir des matériaux mis au rebut. Donc c'est pour ça qu'on a toute une programmation avec des vide dressing, des marchés responsables dans nos locaux, et qui permettent en même temps, du coup, de faire visiter ce bâtiment. Et puis après, au niveau du contact avec les professionnels, il y a effectivement un énorme travail de sensibilisation qu'on mène,
parce que déjà la différence entre recyclage et réutilisation est vraiment pas toujours claire dans la tête des gens. Donc nous, on fait ce travail-là d'expliquer ce qui est énergivore, ce qui est à privilégier, ce qui est plus intéressant en matière d'impact environnemental. Et puis surtout, on les sensibilise au fait que maintenant, il y a la loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage et pour l'économie circulaire, qui vient contraindre les collectivités publiques à avoir au moins 20% de leur commande annuelle publique composée de meubles issus du réemploi ou de la réutilisation. Et donc ça, c'est un levier aussi pour aujourd'hui proposer du mobilier en réemploi ou issu de matériaux réutilisés. Donc voilà, effectivement, il y a un gros travail de sensibilisation à mener, mais on sent quand même qu'il y a de plus en plus de demandes et de plus en plus d'appétence pour ce mobilier-là. Oui, attendez une minute, j'arrive. Oui, je voulais savoir si vous aviez un lien avec les collectes des encombrants en ville de Paris, comme gisement. Alors non, c'est vrai que je ne suis jamais rentrée en contact avec eux. Peut-être parce que le gisement serait trop aléatoire, justement. Mais vous avez raison, ça vaut le coup qu'on rentre en contact avec eux. Vous êtes en lien avec eux ? Ok, je le note dans ma tête. Oui, mais... Il y a des récurrences. Alors, c'est vrai. Par contre, c'est vrai que j'ai un fabricant qui réalise un fauteuil à partir de lattes de lit. Et c'est vrai qu'on voit souvent des sommiers. Donc je ne sais pas s'il passe par les encombrants de Paris, mais en tout cas, il y a de la réutilisation d'encombrants dans la rue par ce fabricant. Il y a une problématique, alors j'y connais rien en encombrant, hein, je ne vais pas faire celui qui connaît, mais c'est vrai qu'on peut imaginer, sans vouloir être un peu... il y a un problème de la propreté des encombrants, c'est-à-dire un canapé qui est rempli de puces, vous savez, c'est une vraie problématique à Paris. Ça ne doit pas être réutilisé, remis. Donc, en fait, c'est une vraie question, c'est-à-dire que le déchet, on y voit un côté positif, mais il y a aussi le côté négatif, c'est-à-dire qu'il est pas propre, qu'il est contaminé. Donc voilà, mais ça pose plein de questions. En vous écoutant, il faut lire alors je l'ai pas lu, hein, mais il faut lire le livre d'Antoine Compagnon sur les chiffonniers de Paris au XIXe siècle. C'est en fait un compagnonnage plus ou moins presque mafieux qui ramassait tout, mais qui réutilisait tout. Donc il faut retrouver cette dynamique de gisement, de nos poubelles, quoi, tout simplement. Exactement, et puis moi ça m'amène toujours à cette conclusion qui est que finalement ce qui prime c'est la sobriété et le fait de moins consommer pour déjà moins produire de déchets et puis du coup ne pas imposer aux acteurs qui fabriquent du mobilier en réemploi d'avoir une production non plus hyper développée parce qu'on rentre presque dans une logique inversée après qui est que on peut avoir un industriel qui va se dire bon bah j'ai des déchets de production mais c'est pas grave parce que ça va être réutilisé, mais n'empêche que non, le but de toute cette démarche c'est quand même d'alléger l'impact environnemental qu'on a et donc voilà, je pense qu'il faut s'en tenir à la sobriété au maximum quand on le peut. C'est une équipe de combien de personnes, les Canaux ? Alors on est une cinquantaine, donc on a pas mal grandi en 5 ans. On est environ 30 sur la partie association et on a récemment ouvert une filiale qui s'appelle l'Agence des économies solidaires, donc l'AES. Et donc là ils sont 20 collaborateurs et collaboratrices. Et le but de cette agence c'est de faire du conseil en achat responsable à destination des acteurs publics et privés. De les aider, par exemple, très concrètement, on a l'université Paris-Dauphine qui nous a contactés dans le cadre de la rénovation de leur campus et qui voulait intégrer un maximum de réemploi de ce qu'il y avait déjà sur site. Et donc, moi, je travaille en binôme avec cette agence. L'agence va aller conseiller Paris-Dauphine pour les aider à intégrer des clauses qui s'adressent aux entreprises de l'économie circulaire dans leur marché, dans leur appel d'offres. Et moi, de l'autre côté, je vais être plutôt sur la partie sourcing des fabricants et designers qui vont être capables de répondre à ces clauses. Donc on fonctionne encore une fois dans cette logique de marieur et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'essayer de répondre à un maximum de demandes de marché et de chantier
avec toujours cette spécificité que faire un marché en économie, enfin un chantier en économie circulaire, ça demande de l'anticipation parce que c'est des structures qui n'ont pas forcément des capacités de stockage pour retransformer le mobilier ou les matériaux derrière, donc qui n'ont pas forcément des capacités de stockage énormes. Voilà. Plus on anticipe un chantier, je dirais, et mieux ça se passe ensuite pour la réutilisation de tout ce qu'il y a déjà sur site. Et en partenariat, sans rien dévoiler, l'année prochaine, on a quelque chose en cours entre le campus, le Mobilier National et les canaux. Tout à fait. Une petite dernière question pour la route. Attends. Je veux dire qu'il y a pas mal de magasins qui disent qu'ils recyclent, tels que Leroy Merlin. Qui recyclent, c'est-à-dire ? C'est-à-dire quand ils changent les fenêtres, ils disent que les fenêtres vont être recyclées. S'ils changent la situation dans un ils ont un système de recyclage. C'est leur décision. D'accord. Alors, depuis la loi AGEC, il y a effectivement des filières REP, donc responsabilité élargie du producteur, qui ont été mises en place. Et nous, par exemple, donc je pense que Leroy Merlin, c'est dans ce cadre, mais pour vous donner un exemple sur le programme que je pilote, nous, on est en partenariat avec Valdelia, qui est donc un éco-organisme en charge de la seconde vie du mobilier de bureau, du mobilier professionnel. Et peut-être que Leroy Merlin est également en lien avec un éco-organisme qui s'occupe de donner une seconde vie en recyclant ou en réutilisant ces fenêtres. Mais c'est vrai que moi, je deviens de plus en plus méfiante par rapport au mot recyclage, qui est un peu un mot fourre-tout pour dire c'est pas vraiment jeté, mais un peu quand même. Mais peut-être qu'ils ont des vraies actions. Je me renseignerai. Il y a le problématique du greenwashing, le pseudo-vert, et qui n'en est pas. Ça, c'est qu'un partout, on aura droit à des scandales de greenwashing. Bon, entre le bon gré et l'ivré, malheureusement, on ne peut pas faire autrement. C'est ça, et peut-être pour éviter de partir dans ce greenwashing, moi ce que je trouve hyper intéressant avec la démarche du booster circulaire et des canaux, c'est qu'il y a un vrai lien humain, et moi je connais personnellement chaque fabricant et je peux parler de leurs projets parce que je les ai humainement rencontrés et j'ai suivi aussi tout leur processus de production, et je trouve que ce côté humain et d'émulation entre les fabricants aussi permet de vraiment sortir de cette logique de greenwashing. Une dernière question ou pas? Merci beaucoup, Merci Mélanie. Beaucoup à vous. Et puis on continue. Merci. Nous continuons cette séance dédiée au design, développement durable et création avec Valérie Akari. Valérie Akari est une femme engagée dans les beaux-arts, et en particulier dans les métiers d'art. Et après une carrière internationale et française, à la tête de l'agence BBDO à Paris de 2005 à 2021, elle a créé une association, les Métamorphoses, qui vise à faire travailler créateurs, designers autour des matériaux, autour de nouveaux objets et de nouvelles matérialités. Je lui laisse la parole pour nous présenter donc les Métamorphoses. Voilà, je suis absolument ravie également de faire partie, de pouvoir présenter les Métamorphoses et de partager tout ce que nous avons fait avec Sandrine Courroyer, du coup, qui est effectivement, dont vous voyez le nom ici, et qui va peut-être nous rejoindre. Et en fait, nous avons créé cette association toutes les deux, sachant que Sandrine, elle a un parcours différent du mien, puisqu'elle a toujours travaillé pour des sociétés, des entreprises plutôt dans le luxe, chez Hermès, chez Moana, chez Louis Vuitton, et avec une spécialité qui est la production, puisque elle était vraiment en charge de la production et en particulier du sourcing des matières. Donc ça a une importance parce que comme effectivement c'est beaucoup à travers d'abord notre amitié, nos discussions, etc., qu'un jour on s'est dit, tout au début du Covid, comme quoi on fait partie de ces personnes qui pendant le Covid ont vraiment un peu changé de vie finalement et ont voulu créer des choses qui nous tenaient à cœur, et donc on s'est lancé dans cette association qui a donné lieu à une collection. Donc je vais suivre un petit peu la présentation que j'ai faite, maintenant que je sais qu'en plus j'ai une demi-heure, donc ça me redonne un peu d'espoir, j'avais peur d'avoir trop peu de temps, mais je vais commencer par vraiment une espèce de petite phrase qui résume ce qu'on fait. Longue phrase.
Les métamorphoses, alors d'abord, vous voyez, il y a un petit accident, au lieu du pH, on a créé un F en équilibre, qui est un peu notre logo, et avec volontairement une cassure, donc quelque chose qui fait qu'il y a une imperfection. Et l'imperfection, comme vous allez le comprendre assez vite, c'est vraiment la valeur qui nous a animés, qui nous anime dans tout ce qu'on fait, c'est sublimer les imperfections. Donc, les métamorphoses, c'est la première collection d'œuvres d'art conçue à partir de matières imparfaites, issues des plus belles manufactures françaises, majoritairement des entreprises du patrimoine vivant, souvent centenaires. Je vais y revenir, mais cette phrase est importante, c'est-à-dire qu'effectivement, et je fais suite d'ailleurs à la présentation précédente, où vous allez trouver des choses qui sont similaires dans l'idée à un moment donné qu'à partir de matières qui devraient être passées au rebut, cassées, abîmées, dont on ne veut plus, on peut faire des choses merveilleuses. En revanche, là, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a ciblé je dirais, l'origine de ces matières. C'est-à-dire qu'on est allé voir effectivement des entreprises du patrimoine vivant, diverses et variées. Alors, c'est un label, comme vous le savez. Vous pouvez aller trouver sur Internet les listes des entreprises du patrimoine vivant qui ont, je dirais, l'avantage d'être signifiantes de transmission de savoir-faire et de production effectivement faite dans les règles de l'art en France. Et comme tout le monde, elles ont beaucoup de rebuts, et donc c'est ces rebuts-là qu'on est allé chercher. Donc, ces matières sont confiées à des artistes et designers. Ça, c'est un point important, c'est-à-dire que vous allez voir, on a une promotion dans notre collection cette année, et en fait, on a autant d'artistes et de designers. Ce qu'on a essayé de faire également, c'est de décloisonner les choses, qui ont pour mission de sublimer les imperfections et ainsi de créer des objets de l'art de vivre uniques et riches en histoire et en émotions. Les artistes, avec les artisans d'art, qui travaillent également dans cette aventure, créeront chaque année 12 pièces majeures qui donneront leur lettre de noblesse à l'upcycling artistique. Vous allez voir qu'il y a plus de pièces que 12 au final. Au-delà d'un message environnemental fort sur le rejet de la destruction des matières, cette initiative veut également porter un message humain sur l'acceptation et la valorisation de l'imperfection, toujours génératrice de singularité et d'émotion. C'est-à-dire que nous avons l'idée, si vous voulez, que derrière la notion d'imperfection, pendant très longtemps on dévalorisait, qu'on dévalorise d'une certaine façon encore dans l'industrie du luxe, puisque dans l'industrie du luxe, on cherche toujours la perfection. On dit que finalement, à partir de l'imperfection, à partir des choses abîmées, à partir on peut en réalité, quand on l'accepte et quand on l'aide à aller mieux, bien finalement faire des choses merveilleuses. Si je vais plus loin, ce qui n'est pas le cas de l'association, c'est que c'est même un message qui peut aller vers l'être humain, vous voyez, c'est-à-dire l'idée de toujours se dire qu'on peut accepter, au contraire valoriser. Ça a une importance pour nous parce qu'il se trouve que les bénéfices de l'association vont à une œuvre caritative qui, dès le départ, devait pour nous avoir un lien avec le handicap, même si la notion d'imperfection ne peut pas être directement liée au handicap, mais l'idée en tout cas que la différence et la singularité étaient importantes et pouvaient être valorisées, c'était quelque chose qui nous importait. Donc, à partir de là, après, je vais vous raconter la genèse et je vais vous raconter comment on a fait tout ça. Mais plutôt que de le raconter dans le vide, je vais vous montrer un petit film, qui est le film de notre première exposition des œuvres d'art, qui a été, cette exposition a eu lieu du 8 au 12 juin au Musée des Arts et Métiers dans l'église Saint-Martin-des-Champs, et qui en fait, ça vous donne, c'est un jeune comment dire, assistant d'une des artistes qui a fait ce film, qui nous l'a envoyé, mais il y a 15 jours, alors que vous voyez, l'exposition a eu lieu en juin. Je l'ai reçu, je l'ai trouvé très beau, donc je me suis dit que c'était une bonne introduction, comme ça vous allez voir, faire le parcours finalement, en tout cas de l'exposition. Ça c'est pas nous, ça c'est le musée. Ça commence après. Voilà, ça c'est la première œuvre chez la X. Et là vous avez le parcours.
Voilà, donc ça vous donne un petit peu une idée un petit peu des œuvres en question, hein, des 12 artistes. Donc je vais un petit peu raconter maintenant l'ensemble des éléments. Donc là, effectivement, vous aviez prioritairement les 12 œuvres, sachant qu'il y a 80 pièces d'art, parce que chaque artiste a en réalité également créé des plus petites pièces à partir de leurs idées. Il y a 35 manufactures françaises qui nous ont effectivement donné des matières. Donc ça va de certaines dont les noms vont vous dire quelque chose, comme le Jacquard français, par exemple, qui nous a donné beaucoup de matières textiles. On a eu beaucoup de textiles, la manufacture de Cogolin, qui fait des tapis sur mesure. Vous avez, qu'est-ce que je pourrais... Veraceta, qui est de Charlieu et qui crée des soies depuis le moment depuis je ne sais plus exactement la date, mais très très longtemps. Vous avez Bergère de France qui nous a donné des laines, mais à partir de là, vous avez Jean Braque qui nous a donné des dentelles. Et bien entendu, à chaque fois, ils nous ont donné vraiment les défauts, les deuxièmes choix, ce qui était parfois les chutes. Par exemple, la manufacture de Cogolin qui fait du sur-mesure, ils ont énormément de chutes parce qu'ils ont toujours plus de matière que bien entendu, ce dont ils ont besoin. Et puis, il y a eu également des matières, comme par exemple du marbre, des matières plus fortes, entre guillemets, qui ont été d'ailleurs fortement utilisées parce qu'il y a pas mal d'artistes et designers qui ont aimé prendre ce type de matière. Donc, 12 artistes, hein, alors ça, pareil, une volonté artistes et designers du monde entier. Donc c'est assez marrant. Tout est très France, sauf les artistes dont on a voulu qu'ils soient justement... Il y a un artiste, un designer japonais, il y a une jeune bolivienne, il y a au contraire eu une volonté de couvrir l'ensemble des continents. 20 artisans d'art, et ça c'était très important parce que les artistes et designers, finalement, la façon dont ils ont travaillé, c'est qu'ils ont choisi les matières abîmées, cassées, et à partir de là, ils ont travaillé sur un projet. Et ce projet, soit ils le réalisaient eux-mêmes, soit ils le réalisaient avec des artisans d'art qu'on leur proposait, ou alors où au fur et à mesure de la proposition, ils nous ont dit, tiens, on aurait besoin d'un maltier ou de quelqu'un qui nous aide à faire ce métier, etc. Et c'est vrai que là, je dois d'ailleurs reconnaître, parce que c'est un grand partenaire, la fondation de la Banque Populaire, qui est un partenaire ici et très fort, nous a également c'est également un partenaire des Métamorphoses. Et c'est vrai qu'ils ont, entre guillemets, une ruche d'artisans d'art de talents extraordinaires. Et il y en a quand même quelques-uns, justement, qu'on a découvert grâce à la Fondation Banque Populaire et qui ont pu travailler avec nous sur les projets. Une exposition dans un musée national, ça je viens d'en parler. Une école partenaire, très important. Dès le départ, on s'est dit qu'on avait le souhait de travailler avec une école. Donc c'est l'école Camondo qui a tout de suite dit OK pour nous accompagner alors qu'on était tout au début. Et à travers cette école, il y a eu un jury, il y a eu l'idée vraiment de trouver des étudiants qui avaient un vrai projet à partir de nos matières et qui sublimaient les matières. Et là, je retrouve d'ailleurs quelque chose qui a été dit tout à l'heure et qui est important pour nous aussi, c'est qu'à un moment donné, récupérer les matières, c'est pas juste les assembler et voilà. C'est vraiment cette notion de sublimer, de créer quelque chose qui est véritablement beau, attrayant, attractif, et finalement dont on oublie que c'est finalement à l'origine des matières qui sont des rebuts. Ça a été également très important dans notre brief, et ça a été un des éléments importants du jury quand on a travaillé avec l'école Camondo. À la fin, il y a eu 9 projets qui ont été gardés de ce qui a été présenté, et 7 qui ont été finalisés. Ils sont finalisés cette semaine et ils vont être présentés bientôt. Et enfin, comme je vous l'ai dit, un projet associatif, puisque les bénéfices de vente des œuvres vont être donnés à une association qui s'appelle Les Amis d'Arthur et qui travaille, qui travaille pour le bien-être des autistes, beaucoup d'ailleurs plutôt les adolescents et les adultes. Et en fait, on finance grâce aux bénéfices, l'objectif c'est de financer des ateliers artistiques pour les autistes. Donc avec cette idée que vraiment l'acte artistique, le fait de pouvoir s'exprimer à travers l'art est un élément fondamental de bien-être pour les autistes. Bon, là, c'est nous. Bon, le point de départ, je ne vais pas en parler parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais clairement, nous, c'est ça qui nous a motivés, c'est
le monde subit une raréfaction des ressources naturelles et pourtant nous détruisons de plus en plus de matière. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une espèce de frottement qui est absurde et donc la société en prend conscience, hein, c'est vrai, mais les comportements évoluent lentement et nous avons pensé, nous, que l'art, la création, le talent, le savoir-faire apporterait une belle façon de montrer une autre voie. Donc on est dans une logique de création, dans une logique de upcycling artistique. C'est vrai qu'on n'est pas dans une logique de déploiement, comme on l'a présenté tout à l'heure, sur des séries moyennes, voire des grandes séries, qui est vraiment effectivement le grand challenge. Nous, on est sur une présentation d'une collection qui reste une collection artistique. Ça, c'est important. Alors, le concept, hein, vous l'avez compris, à l'instar du kintsugi, parce que la beauté émotionnelle naît de l'imperfection, nous faisons naître de beaux objets chargés d'histoire et d'émotions, fruits de la rencontre entre un artiste, un artisan d'art et de beaux matériaux imparfaits, des matières délaissées avec des défauts ou cassés. Bon, on a eu plein de soutiens. Je les note, mais c'est vrai que ça nous a aidé à bien avancer. L'œuvre caritative, j'en ai parlé, c'est les Amis d'Arthur. L'école Camondo, j'en ai parlé. Et là, c'est la liste de nos partenaires, des artistes et designers que nous avons eus. Alors ça, c'est un élément intéressant aussi, c'est qu'on souhaitait avoir des artistes, vous avez compris, on a des étudiants et on souhaitait avoir des personnes qui étaient des artistes très connus. Donc là, vous reconnaissez sans doute Sheila Hicks, qui est notre marraine en plus, et qui est une femme extraordinaire, qui a 88 ans, a à la fois cette espèce je dirais, de capacité incroyable, bien entendu, de savoir-faire et de perfection dans les gestes, mais en même temps une imagination toujours plus débridée. Et en fait, c'est ça qui est extraordinaire avec cette femme. Et donc, on était particulièrement... Pour nous, le fait qu'elle soit, bien entendu, la grande maîtresse du textile était un élément important, puisque le textile, bien entendu, fait partie de notre travail. Mais vous voyez, juste après, il y a Kenya qui a, je crois, juste eu 29 ans récemment. Donc, il y a volontairement un mélange d'artistes très seniors, entre guillemets, très forts, très connus, puis d'autres qui étaient moins connus. Des designers comme les frères Campana, mondialement connus, mais également une Française comme Constance Guisset, enfin un mélange. Bon, après j'ai une présentation des œuvres, mais je pense que je vais pas tout vous présenter un par un. Ce que je souhaitais vous montrer, c'est la façon dont on parle de nos œuvres. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, quand on présente, ça c'est un extrait du catalogue, et vous voyez, on parle, on valorise les origines des matières. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, on parle donc de la manufacture Cogolin, de l'origine des matières, on met même une petite photo, de Bergère de France, de la passementerie Verrier, qui est également issue d'une lignée de maîtres passementiers remontant au XVIIIe siècle, de Julien Faure, qui fait des rubans depuis 1864, spécialiste des rubans haute couture. Et en fait, à chaque fois, on valorise comme ça chacune des manufactures qui nous ont donné ces matières. Et cette rencontre, elle a été pour nous importante. De la même façon, si je vais un petit peu plus loin, vous voyez, par exemple, Kenya Almaraz Murillo, qui a travaillé sur ces tissages suspendus merveilleux, elle a travaillé avec le jacquard français, et elle est même allée, d'ailleurs, dans la manufacture du jacquard français, et y a passé une journée, et finalement, c'est comme si chacune de ces œuvres, elle était riche, en fait, de toutes ces matières et de toutes ces chutes et tous ces morceaux de tissu, de bouts de marbre, qui finalement ont été cassés, abîmés. Et en fait, on a cette richesse. Moi, je dis toujours, en fait, c'est pour ça que ces œuvres, elles sont l'œuvre d'artistes, de designers, mais en réalité, elles sont l'œuvre de toutes ces histoires et de tout cet héritage, en fait. Et c'est pour ça qu'on les présente à chaque fois de façon forte. Vous voyez, les soies Veraceta, les dentelles de Calais-Caudry-Jean-Brac, on a déjà vu les autres. Voilà, Chen Hengfeng a aussi travaillé avec des soies. Je passe assez vite. Hein. Là, c'est le marbre, par exemple. Alors là, le marbre, il a vraiment été fait avec des chutes de marbre. Alors, c'est la marbrerie provençale, qui est aussi une EPV, une entreprise patrimoine vivant. Mais eux, ils font des cuisines, ils font des salles de bain. Mais alors, vous allez chez eux, vous avez un parking entier de chutes. J'exagère un peu. En fait, il y a un parking entier de marbre, parce qu'ils ont vraiment beaucoup de marbre, parce qu'ils disent les gens qui achètent du marbre, ils veulent le voir. Donc, finalement, ils ont quand même beaucoup d'échantillons de grandeur importante. Mais ils ont
quasiment, je ne sais pas combien de centaines de mètres carrés, où il y a des chutes. Et donc à partir de là, on peut, un des artistes a créé donc une statue avec toutes ces chutes, là pour le coup de marbre de Carrare. Bon, je ne vais pas tous les passer parce que je pourrais vous raconter des histoires. Un autre élément important, je vous parlais tout à l'heure de l'importance des artisans d'art. Par exemple, Tiffany Boel, qui elle a travaillé donc ce kabuki, paravent kabuki, avec toute une histoire autour de Kyoto, des danses du kabuki, du théâtre japonais qui remonte à très loin. En fait, elle a travaillé avec, par exemple, Ludovic Avenel, qui est ébéniste d'art. Donc on lui a proposé, parce qu'à un moment donné, il y avait tout ce dessin à faire voilà. Donc vous voyez, on a à chaque fois, et avec Anaïs Jarnou, qui est de la Fondation Banque Populaire et qui, elle, est tapissière. Donc il y a également la valorisation de l'ensemble des artistes, des artisans d'art. Alors ça, c'était pour j'ai apporté pour le symbole, parce que je ne pouvais pas apporter le kabuki, toutes les autres choses qui étaient très grandes. J'ai apporté pour le symbole un des vases, une des pièces en verre recyclé, faite par François Azembourg, hein, qui est un grand designer français, et qui a travaillé pendant une semaine au Centre international d'art verrier. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un centre qui est à Meisenthal dans les Vosges. Il est allé là-bas une semaine, il travaille souvent avec eux. C'est un centre qui d'ailleurs est mort pendant un temps, qui a ressuscité. Ah, il tombe un peu, voilà. Mais non, il faut bien le garder au milieu. Et en fait, ils ont, pendant 6 mois de l'année, ils font des boules de Noël en verre soufflé. Ils élisent même la boule de Noël de l'année. Je vous encourage à aller regarder parce qu'elles ont des noms absolument incroyables. Et en fait, les 6 autres mois, ils ouvrent finalement Meisenthal à des designers, des étudiants qui veulent faire d'expérimentation verrière. Donc il y a même Émile Gallet dans l'histoire qui d'ailleurs a travaillé là-bas il y a très très longtemps dans la première histoire de ce centre avant qu'il ne renaisse. Et là ils ont travaillé et ils ont fait un corpus d'une 40aine de pièces. Là vous voyez, vous avez un petit dessin, je vous avais mis là, on voit de loin certains. Et j'ai rapporté celui-ci qui, en fait, François Azembourg travaille sur des vases Douglas. C'est un petit peu une des notoriétés qu'il a. C'est il a même eu au musée des arts décoratifs une exposition sur ces vases Douglas il y a quelques années. Et là, bon, il se trouve qu'il a repris des petits vases Douglas qui étaient cassés, abîmés, qui avaient des défauts, et il les a retravés d'une autre façon. Voilà. Là, il y a même des vases qui sont venus avec leurs moules, qui sont des moules qui ont servi une fois. En fait, avant, ils dataient des années 50, ils appartenaient à la cristallerie Lorraine de Lemberg, et puis il se trouve que cette cristallerie a disparu, donc le Centre international verrier avait ces moules dans un coin, et François Azembourg a dit, si on les récupérait, et ils ont fait comme ça, ils ont pris les 5 grands moules, et ils ont fait un vase par moule, ils l'ont fait en fixe, donc ils ont brûlé le moule, donc de toute façon le moule ne peut plus être utilisé, donc c'est comme une espèce de belle, je dirais, dernière façon de l'usage de ces moules. Et donc, les moules sont présentés avec les pièces dans la vente qu'on peut en faire. Voilà, alors je vous dis quand même un mot aussi sur cette très belle pièce qui est une pièce incroyable, qui est une maison de thé. Une maison de thé faite par Shinsuke, qui est donc japonais, qui habite 6 mois à Paris, 6 mois à Tokyo, et qui a eu envie de créer une maison de thé, mais avec les métiers d'art français. Et donc les fameux métiers d'art, en l'occurrence, c'est d'un côté le métier, beaucoup de l'ébénisterie, avec en particulier la marqueterie qui est faite sur ces pans de bois que vous voyez par Philippe Hurel, la maison Philippe Hurel, et qui sont absolument sublimes, et tout le travail également des vitraux qui sont faits par des vitraillistes et qui ont du coup, selon tout le dessin de Shinsuke, travaillé sur cette maison de thé qui est un petit bijou où on rentre à l'intérieur, il y a des symboles en plus assez beaux, et qui était un peu un des éléments d'attraction. Vous voyez, il y a un bois qui vient ponctuer, et vous voyez la lumière qui passe à travers. C'est absolument magique, c'est un travail de la lumière qui pareil, qui à la fois... Alors en plus, il se trouve qu'on était dans une église, alors vous aviez double jeu de vitraux, parce qu'il y avait les vitraux qui arrivaient de l'église Saint-Martin-des-Champs, qui venaient eux-mêmes sur les vitraux de la petite maison de thé, et en fait, il y avait toute une espèce de force en fait dans cette maison de thé, qui va être présentée d'ailleurs la semaine prochaine, enfin pendant Art Basel, à la manufacture d'Aubusson, parce que ils ont un appartement salon rue des Martyrs, et ils vont la présenter, la maison de thé. Voilà, je passe... Alors si, ça c'est important, je voulais montrer un autre film, je suis encore dans les temps pour montrer un petit film. Donc
il se trouve que Constance Guisset, alors je ne sais pas si vous la connaissez, elle est très connue en particulier, grande designeuse française, qui a fait cette lampe Vertigo, la grande lampe le grand qui aujourd'hui, voilà, ouais, qui comme une hélice en fait, et qui aujourd'hui a rejoint beaucoup de salons en France. Et en fait, donc Constance Guisset a tout de suite aimé le projet, et en fait elle était très intéressée par le bronze. Il se trouve qu'on avait proposé dans notre catalogue de matières du bronze, parce qu'on a un fondeur qui a fait beaucoup de limaille, fait beaucoup de production, donc on se dit toute cette limaille par terre, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Alors oui, on peut, elles sont un peu mélangées, donc elles sont plus totalement pures, mais on peut en faire des choses. Et puis donc Constance est allée là-bas, et en allant là-bas, elle est tombée amoureuse, non pas du bronze, mais de l'albâtre. Parce qu'il se trouve que ce fondeur fait également des lampes avec de l'albâtre. Il y a énormément de déchets avec l'albâtre, parce que l'albâtre se casse, il a beaucoup de nervures, et surtout, il peut ne pas être beau. Enfin, c'est vraiment donc il y avait beaucoup de rebuts, et donc elle a souhaité travailler là-dessus. Et elle a fait cette lampe avec en plus des tubes, qui sont des tubes en métal, qui sont, voilà. Et du coup, j'ai fait un essai, parce que j'ai pas réussi à mettre le film, mais je l'ai mis autrement, on va voir si ça marche. Ouais. C'est une présentation pour Elle Décoration. Bonjour Elle Décoration, je m'appelle Constance Guisset, je suis designer. Et je m'appelle Paul Macheret et j'ai une fonderie d'art. On est ici dans mon studio pour parler du projet Alba, qui a été fait dans le cadre du projet Métamorphose. Alors les Métamorphoses, c'est un projet qui a été initié par Valérie Acari et Sandrine Courroyer, qui ont imaginé d'aller voir un certain nombre d'artisans d'art et même d'industrie pour récupérer des chutes et en faire des objets ou des œuvres d'art. Quand Valérie est venue me voir, elle m'a proposé de travailler avec différents artisans ou différentes personnes, et j'ai choisi d'aller à la rencontre de Paul et de sa fonderie. Nous, on a mis à disposition finalement de Constance nos savoir-faire, nos matières qui étaient un peu laissées à l'abandon et que Constance a repéré tout de suite chez nous en se disant peut-être que je pourrais faire des choses avec ces matières-là. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce projet, c'est la perspective de faire d'autres choses vraiment avec l'upcycling, c'est-à-dire de ne pas montrer l'upcycling, de ne pas montrer que c'était des chutes. Et de voir comment à partir de ces contraintes qui étaient les tailles de tubes, les largeurs de pales d'albâtre, en fait on pouvait vraiment faire quelque chose de très nouveau, très neuf et qui nous embarque en fait dans une histoire. On a vraiment travaillé le geste, on a travaillé la précision. On était dans une approche très quasi horlogère en fait. Bon, mais ça vous donne une idée quand même, et parce qu'en fait ce qu'il faut surtout retenir de ce film, vous l'avez compris, c'est la rencontre en fait et le travail en communion entre l'artiste designer et l'artisan d'art. Et nous, en fait, c'est presque un peu la plus grande fierté qu'on a, c'est que tous ces gens, ils ont été heureux de travailler ensemble, de se rencontrer autour des matières et finalement de faire comme ça des choses ensemble. Voilà, donc bon, après vous avez pareil. Alors ça, pour le coup, ça a aussi été fait avec Paul Macheret, mais là c'est le bronze qui a été choisi, et avec toutes les limailles. Et puis vous reconnaissez peut-être, il y a également du verre. Alors ceux qui connaissent peut-être la verrerie de Biot dans le sud-est, qui fait ce fameux verre bullet. Alors le verre bullet, comme vous le savez, c'est un verre imparfait, puisque c'est un verre dans lequel on a laissé des bulles. Alors il se trouve qu'eux, ils en ont fait une marque de fabrique, mais c'est toute l'histoire du verre bullet, c'est la notion d'imperfection et en quoi elle est elle-même sublimée. Donc il y a eu des verres qui ont été faits comme ça de façon artisanale. Alors le travail était assez complexe pour que le verre après avec le bronze, enfin bon, c'était pas si simple. Et puis voilà, alors ça c'est un dernier exemple assez amusant. Christophe là, a été aussi très intéressé par notre projet, et ils ont beaucoup de entre guillemets déchets, même s'ils n'avaient pas utilisé ce mot-là. Et donc ils nous ont donné, on est allé plusieurs fois voir ce qu'ils avaient, et finalement on a pu récupérer pas mal de manches de couteaux, qui sont des manches de couteaux de décors différents, hein, les Marly, je ne sais pas si vous les connaissez tous, les Américains, etc. Et à partir de ces manches de couteaux, un des artistes a travaillé sur ce ramage qui a été lui-même posé sur un coffre décoré par l'atelier Dauphard et du carton-pierre. Le carton-pierre étant lui-même de l'upcycling de papier peint, puisque l'atelier Dauphard fait du papier peint à l'ancienne, hein, sur des planches, mais récupère les papiers, et à partir de toutes ces chutes de papier,
et ils ont créé une pâte qui elle-même devient du carton-pierre qu'ils peuvent décorer. Donc tout ça, en fait, c'est une espèce de mélange je dirais, de métiers d'art, d'upcycling et de tout le temps de découverte et de choses qui parfois ont existé et existent depuis longtemps. Le carton-pierre, c'est pas nous qui l'avons trouvé, le verre bulé non plus, mais en fait de montrer véritablement qu'on peut, à partir des imperfections et de l'upcycling, faire des choses merveilleuses. C'est ce qui nous intéressait. Voilà, et puis vous avez les frères Campana qui ont pris un parti qui a été de vouloir vraiment récupérer des bidons. Là, il y a un travail de bidons qui a été récupéré, et en revanche de mettre de la nature dessus. Et la nature, ce sont des fibres de coco. Et là, c'est la scourtinerie de Nyons qui a travaillé à partir de fibres de coco pour recouvrir par un travail soit de macramé, soit un travail je dirais, de tressage, absolument, ces fameux voilà. Et c'est également, d'ailleurs, un des artisans d'art vient aussi de la fondation donc de la Banque Populaire. C'est comme ça qu'on l'a connu. Voilà. Donc je voulais pas être trop longue. Je vous mets là comme ça si vous souhaitez aller regarder plus avant à la fois l'association et puis la collection. Il suffit de faire le HTTPS voilà, que je mets là. J'ai apporté quelques brochures qui sont des brochures qu'on avait faites avant la présentation dans le musée. Donc elles sont, vous allez voir, elles présentent les artistes. Il n'y a pas toutes les jolies photos, mais bon, elles donnent quand même une vraie identité, une vraie explication. Vous avez tous les textes sur les manufactures qu'on a pu avoir. Voilà. Merci beaucoup, merci Valérie de nous avoir fait découvrir ce nouveau sens des métamorphoses. Moi j'ai été, bon, évidemment, je connaissais déjà le projet, mais il y a un terme qui m'a beaucoup touché, c'est la notion d'imperfection. C'est vrai que on se rend plus compte qu'en fait la perfection, c'est la trace d'une industrie, d'une trace de zéro défaut. Et en fait, je crois que le monde qui approche doit faire place justement à l'imperfection, et notamment au doute et à la possibilité de se tromper. Je crois que ça sera très important. Mais je laisse la parole tout de suite à la salle, si évidemment il y a des questions. Quoi, il y en aura. En tout cas, moi j'en aurai certainement. Des questions? Ils font les timides ce soir. Non, c'est bon. On vous apporte le micro. Merci. Vos matières premières, vous avez d'abord un projet et vous cherchez la matière première, ou à partir de matières qu'on vous donne, vous faites le projet après? Alors, on a plutôt fait la deuxième façon. On est allé chercher d'abord les matières. On a, comme je le disais, on est allé les chercher dans des EPV, des entreprises du patrimoine vivant. On a été chercher vraiment beaucoup de matières. On a créé un catalogue, c'est vraiment ça. On a créé un catalogue avec des échantillons et qu'on proposait du coup aux artistes. Donc c'est quand on a d'abord eu beaucoup de matières qui nous ont été données, confiées, parce que ça c'était important. Nous, on est une association, on n'est pas là pour, si vous voulez, on ne souhaitait pas acheter des matières, on souhaitait qu'on nous confie des matières. Et une fois qu'on a eu des matières très diverses, mais ça c'est allé assez loin. Par exemple, il y en a certaines qui n'apparaissent pas là et qui vont apparaître dans les travaux des étudiants de Camondo. Par exemple, les éventails Duvet-Leroy, qui sont une manufacture PV française, ils nous ont donné des brins d'éventail très anciens. Et en fait, il y a un tout jeune de Camondo, il a fait une merveille à partir de là, il a créé un collier incroyable. Donc, vous voyez, ça peut aller assez loin. Donc les matières venaient inspirer en fait les artistes. De la même façon, on a récupéré des pipes de Cogolin, vous voyez. Donc d'une manière, voilà. Cogolin, c'est un village et en fait ils sont spécialistes des. C'est vraiment ça. Et en fait, il y a Monsieur, je sais plus son nom, Courieux, je crois. C'est là le PV qui date de 6. À chaque fois, ce sont des 6 générations. Il nous a donné des bouts de pipe et en fait, il y a un artiste qui a trouvé ça génial, un jeune, et qui a créé une œuvre incroyable. Donc, vous voyez, c'est vraiment quand même bien les matières qui parfois sont des matières, je dirais, on est plus classique quand on dit, ben voilà, on a pris de la soie, des choses, mais parfois ça a été des choses incroyables. On a des bâtons de maquila qui servent beaucoup pour le pèlerinage de Compostelle pour les pèlerins, et on en nous a donné plein, et pareil, il y a une œuvre qui a été faite à partir de là. Donc c'est bien les matières qui sont venues inspirer en premier. Merci. Oui, on vous apporte un micro, 1 minute. Par là.
a-t-il un lieu d'exposition pour voir toutes ces œuvres? Alors c'est une bonne question. C'est une bonne question. Pour l'instant, en fait, donc on a eu cette exposition qui était donc au Musée des Arts et Métiers. On est, pour l'instant, elles ne sont pas exposées en ce moment. En revanche, elles vont être réexposées. Donc ça, alors là, je vous encourage à me donner, ceux qui le souhaitent, votre email, parce qu'on a une newsletter, et en fait qu'on distribue, qu'on envoie par mail toutes les 6 semaines, 2 mois, et on donne l'ensemble des nouveaux endroits où on expose. Par exemple, on a exposé à la Fondation Donne-Thiers au moment des Journées du patrimoine pendant le week-end, et on avait prévenu tout le monde. Là, on va sans doute exposer. De toute façon, c'est certain avant Noël, où là, on va être dans encore un bel endroit, on aura une présentation collective. Ça ne va pas durer nécessairement très longtemps, ce sera 3-4 jours. Donc effectivement, vous nous donnez vos coordonnées, et puis je vous enverrai, je vous mets dans ces cas-là sur la newsletter, et puis comme ça, vous avez les informations. D'ailleurs, ce sont des objets à vendre? Oui, alors ça, c'est important. Quelle est la fourchette de prix? Alors, du coup, c'est assez cher, faut quand même se dire. C'est-à-dire que c'est des signatures aussi pour certains. Non, je préfère le dire tout de suite. C'est vrai que, alors, vous avez, par exemple, le petit vase ici, qui est donc Douglas, qui est une œuvre unique de Françoise Zambourg. Je pense qu'il doit être à, je vous dis quand même à peu près. Toutes taxes comprises, parce que bon, après il faut penser aux toutes taxes. Sans prix d'amis. Voilà, non, c'est à peu près 900 €. Vous voyez le vase qui est là. Vous avez des œuvres qui vont assez haut. Et puis voilà, il y a de tout, mais en gros, ça va à peu près de 500 €. On a des très jolis tableaux qui sont à 500 €, mais il y a des choses, par exemple, la maison de thé, elle est au-dessus de 50 000 €. Vous voyez, bon, je vous donne. Mais on ne va pas non plus sur des prix totalement délirants. On va en avoir certaines qui vont être présentées chez Arcurial en mars prochain. Donc ça, c'est important parce qu'Arcurial aime beaucoup la collection, et donc pour leur prochaine vente d'œuvres du 20e, 21e siècle, ils vont en vendre quelques-unes. Et effectivement, tous les bénéfices vont aux Amis d'Arthur. Donc ça, c'est important. Alors, en fait, ça c'est un point important que je n'ai pas dit, c'est que si vous voulez, c'est pas du don, à part les matières qui nous sont données. En fait, les gens sont quand même rémunérés. On ne cherche pas à démontrer, ah bah tiens, tout le monde doit donner son temps, son argent, etc. Non. L'idée, c'est quand même de montrer qu'à partir de matières qui devraient être jetées, on peut créer de la valeur. La valeur, c'est plein de choses. C'est de la valeur émotionnelle, de la valeur esthétique, mais aussi de la valeur pécuniaire. Et du coup, par exemple, les artisans d'art, ils ont été payés pour leur travail. Quand les œuvres sont vendues, les artistes seront aussi payés pour leur travail. Et simplement, c'est les bénéfices, sont eux reversés aux Amis d'Arthur. Après, il y a eu des éléments, par exemple, chez la X a été hyper généreuse et a souhaité donner, elle, des œuvres, et ils ont été mis aux enchères pour les Amis d'Arthur directement en mars. Donc il y a déjà eu des bénéfices pour eux, ce qui quelque part me satisfait parce que je me dis ils ont déjà quelque chose, vous voyez, donc ça c'est bien. Mais c'est vrai que pour nous c'est important que les œuvres se vendent. Une autre question ? Merci beaucoup Valérie pour cette présentation, et nous continuons notre soirée autour des matières. Merci. On continue donc cette soirée avec, je dirais, la troisième partie plus pratique, si je puis dire. Les deux premières étant une présentation d'acteurs autour des matériaux. Là, nous avons un artiste, artisan, chercheur, Antonin Mongin, qui a la particularité de s'intéresser aux cheveux, et qui s'y intéresse à double manière. D'abord en tant qu'objet de recherche, puisqu'il est docteur en design et artisan designer, mais évidemment en praticien de la matière, en praticien du cheveu, et il va certainement couper les cheveux en 4. Ça, c'est tellement facile à faire qu'il fallait que je la fasse. Et voilà, je lui cède la parole pour nous présenter à la fois ses recherches et ses réalisations. Merci beaucoup. Parfait. Ah, c'est nickel. Allez, puis merci beaucoup. Après. Merci. Donc effectivement, je suis docteur en design et artisan designer textile. Et au cours de mon parcours en formation initiale dans le secteur design textile et matière à l'ENSAD, donc l'École des Arts Décoratifs de Paris,
j'ai eu l'occasion d'être formé avec entre les mains des fils et des fibres d'origine naturelle, animale ou végétale, mais également artificielle, synthétique, donc réalisées et conçues par l'homme pour l'homme. Et j'avais 2 questions résiduelles durant mon parcours, finalement, donc il y a maintenant 5 ans, qui était la première: quelle serait la fibre textile la plus intimement liée à notre individualité, et comment faire un matériau sur mesure, le plus sur mesure possible, pour une seule personne identifiée. Et finalement, le cheveu, pour moi, c'était une réponse évidente, en tout cas, à considérer non plus comme le cheveu coupé, considéré comme un rebut, comme un déchet, mais au contraire comme un matériau précieux, extrêmement valorisant, en tout cas à valoriser, à transformer. Et effectivement, quand on a ces matériaux-là en tête, comme réponse aux 2 problématiques que j'avais, eh bien, on peut identifier, reconnaître une pratique artisanale disparue au début du XXe siècle, qui était monnaie courante au cours du XIXe siècle, qui a commencé à la fin du XVIIIe siècle, qui s'appelait l'art de travailler en cheveux, et qui consistait en tant que particulier à venir voir un artiste en cheveux ou un dessinateur en cheveux, muni de mèches de cheveux d'un être disparu momentanément ou définitivement, mais également d'un être vivant que l'on chérissait. Et cet artiste-là était chargé de créer des bijoux sentimentaux composés de ces mèches de cheveux, mais également des tableaux composés de ces mèches de cheveux collés et également brodés. Et lorsque l'on commence une thèse, en tout cas un travail de doctorat, de chercheur, par la pratique du design, il est de bon ton de commencer par une revue bibliographique sur notre sujet. Et le mien était absolument dépourvu de références littéraires, scientifiques, exclusivement consacrées à cette pratique oubliée. J'y avais juste une seule référence, disons documentaire, qui est cet ouvrage, qui s'intitule lui-même « Les ouvrages en cheveux, leurs secrets » d'André Chanlot, qui est une amatrice et une collectionneuse française, la plus grande. Et donc, elle a édité un livre au travers duquel on peut observer des techniques de transformation de ces cheveux-là qui sont explicitées sous la forme de recueils de documents et également d'exemples sous forme d'objets. Et effectivement, moi, je n'avais que ce document-là entre les mains, mais il me fallait aller encore plus loin pour essayer de découvrir plus en profondeur cette pratique disparue. Et comme je n'avais pas de livre à avoir sous la main, finalement, bien, je me suis rapproché des objets qui sont conservés au sein des collections muséales européennes, qui sont conséquemment dotées en objets en cheveux, comme le British Museum à Londres, le Mucem à Marseille et également le Musée des Arts Décoratifs de Paris, qui m'ont ouvert leurs archives pour que je puisse consulter ces objets-là, les avoir entre les mains, interagir avec eux et finalement les lire comme on lirait un livre. Et ce qu'on peut constater avec ces objets-là, lorsqu'on les a entre les mains, c'est qu'il existait 2 types de techniques pour 2 types de résultats différents. Le premier type de technique consistait à considérer le cheveu comme un fil que l'on viendrait être tressé sur un métier à tresser au fuseau pour créer des détails de cordons, des détails de fibules, des détails de broches, mais également des détails de bagues, de chapelets, de pendentifs, de boucles d'oreilles en résie de cheveux que les personnes pouvaient porter ou offrir. Et c'est en interagissant justement avec ces objets-là, vous pouvez le voir sur l'image, la vidéo de droite, où il faut vraiment rentrer en interaction avec l'objet pour prendre conscience de la composition capillaire de ce dernier. Et donc le deuxième type de technique consistait à, cette fois-ci, considérer le cheveu comme une matière picturale que l'on venait coller à l'aide de différents cols et résines sur différents supports comme le marbre, le verre, le papier, le bois, et finalement pour composer des tableaux figuratifs
qui était censé rappeler, évoquer des souvenirs particulièrement, disons, liés au commanditaire des objets. Donc comme des scènes de la vie sororale d'une personne, également un monument comme une église, hein, comme vous pouvez le voir sur le tableau de droite. Et ces tableaux-là, spécifiquement, sont réalisés en poudre de cheveux. Donc on est véritablement sur du pigment. Et donc je défie quiconque n'avait pas connaissance de cette pratique-là de se rendre compte de la composition de ces objets lorsqu'il les avait sous les yeux. Et justement, il existait alors deux types de souvenirs en cheveux différents. Un premier type qui visait à célébrer la mémoire d'un être défunt, sous la forme d'allégories religieuses ou végétales, sous la forme de monuments aux morts représentés en cheveux collés. Mais également un peu plus tard, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, on mettait en regard des photographies de la personne défunte et une composition florale composée de ses mèches de cheveux. Ou au contraire, ces objets-là étaient censés célébrer des moments de vie signifiants pour les commanditaires, et donc par exemple des rencontres amoureuses ou amicales, mais également représenter des scènes de vie marquantes de l'individu qui possédait ces objets-là et dont les cheveux étaient issus. Et évidemment, lorsque l'on s'intéresse à une pratique artisanale qui a disparu, eh bien, il faut essayer de s'intéresser aux causes de son déclin. Et pour ma part, l'hypothèse la plus probante est lorsque l'on consulte les catalogues d'objets en cheveux qui étaient proposés par les artistes à leur clientèle, on observe une redondance au niveau de l'iconographie des exemples proposés à leur clientèle. Ils n'ont peut-être pas su se renouveler d'un point de vue formel, esthétique, et n'ont pas su apporter non plus d'innovation à travers les siècles qui les avaient célébrés, ces artistes, et finalement cette redondance a peut-être dû lasser leur clientèle. Et il y a une deuxième cause de déclin aussi qui est non des moindres. Lorsque l'on regarde, on observe le nombre d'objets, que ce soit les bijoux en cheveux, mais également les tableaux en cheveux, conservés dans les musées, eh bien on observe qu'à partir de la fin du 19e siècle, de par leur nombre et leur date, il y a une décélération de la production qui est excessive, excessivement marquante, en tout cas visible, à partir du moment où il y a eu la démocratisation de la photographie, comme nouveau moyen de conserver des souvenirs de proches ou de moments de vie qui nous étaient chers. Et finalement, cette obsolescence technologique a précipité dans l'oubli cette pratique-là qui se concentrait sur les valeurs liées au tangible de la matière, aux fragments corporels, que l'immatériel de l'image a finalement suppléé. Et pour ma part, je trouvais ça intéressant de faire réintervenir, de réveiller cette belle endormie, cette pratique-là de façon contemporaine, en étant conscient de l'environnement, du contexte dans lequel on vivait, et notamment de notre approche avec nos souvenirs qui sont maintenant, pour la plupart du temps, dématérialisés, immatériels, conservés dans des disques durs, des clés USB, les mémoires de nos téléphones, mais également des serveurs informatiques dont on ne sait absolument pas d'où ça vient. Et donc, je trouvais ça intéressant de réinvestir de valeur ce fragment tangible corporel, au regard justement de ce contexte-là qui a plutôt tendance à dématérialiser le souvenir, la mémoire. Et finalement, si l'on considère non plus le cheveu comme un rebut, un déchet à jeter et à oublier derrière soi, eh bien on peut le considérer comme un matériau précieux, incomparable, une matière à création à la fois matérielle et conceptuelle, qui possède à chaque fois une morphologie singulière, une couleur singulière, mais également des valeurs immatérielles d'origine mémorielle, symbolique et sentimentale liées à un propriétaire en particulier. Et finalement, ma question de recherche qui m'anime encore depuis la fin de mon doctorat, c'est comment réveiller en le réinventant de manière pérenne cette fois-ci l'art de travailler en cheveux sous sa forme nouvelle que je nomme l'artisanat d'art du cheveu coupé. Et les hypothèses de recherche pour tenter de répondre à cette problématique-là, c'est d'une part de marquer des étapes de la vie et de célébrer des liens d'amitié ou familiaux qui unissent les personnes entre elles, de proposer une méthode de conception et de fabrication non répétitive qui s'adapte aux demandes et aux goûts des individus qui me confient leurs cheveux coupés pour éviter cette fameuse redondance. Et le cheveu peut redevenir, nous l'avons vu, une matière à création à la fois matérielle et conceptuelle, liée aux valeurs qu'il véhicule, qui sont spécifiques à l'individu, à savoir son origine, ses valeurs mémorielles et symboliques, dont on peut s'emparer comme une matière à création dans nos projets.
Et finalement, évidemment, comme durant mon parcours initial en design textile, je n'avais pas eu entre les mains l'opportunité de travailler le cheveu coupé. Et donc j'ai dû faire appel à l'échelle de mon école, mais également de ma famille et de mes amis. Donc il y a de ça déjà 7 ans. J'ai fait un appel au don capillaire, qui est évidemment consenti, puisqu'il s'agit d'un don, pour récolter un certain nombre de quantités de cheveux. Et étonnamment, j'en ai reçu énormément de personnes que je connaissais, mais aussi de personnes que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, mais que j'apprenais à connaître à travers leur confiance, du fait de me confier leurs cheveux. Et effectivement, moi, je voulais aussi muscler, constituer, un projet qui soit le plus inclusif possible. Je me devais de ne pas refuser de dons capillaires, quelle que soit la longueur, la quantité, la qualité de cheveux qui m'étaient donnés à travailler. Et finalement, il faut un petit peu hiérarchiser des fois la façon dont on va textiliser, transformer de façon textile ces cheveux-là pour les façonner. Eh bien, j'ai créé 4 protocoles de textilisation adaptés à 4 catégories de longueur de cheveux différentes. La première catégorie est liée aux longueurs inférieures à 5 cm. C'est très peu. C'est généralement les pointes abîmées que vous recueillez chez le coiffeur, les fourches, voilà, ou les cheveux d'entretien masculin. Et effectivement, généralement, on a entre 3 et 5 grammes. Et 3 et 5 grammes, pour moi, c'est une mine d'or. C'est déjà énorme. Et donc, pour les valoriser, je les réduis en poudre, une poudre suffisamment fine et homogène pour obtenir un pigment que je viens mélanger avec des liants de sérigraphie textile dont je peux faire varier la nature pour être imprimé en sérigraphie textile à l'aide d'un cadre et d'une racle, quelque chose de très artisanal, sur des supports textiles existants. Et évidemment, faire varier non seulement les aspects esthétiques, mais aussi tactiles, en jouant sur la matité et la brillance. Donc on obtient aussi des matériaux qui sont proches du cuir au niveau de la main. Mais également, on conserve la couleur absolue du cheveu, puisqu'il s'agit du pigment. Et également, on peut aller encore plus loin dans l'aspect, disons, l'excentricité. Et la plupart du temps, c'est des personnes qui ont les cheveux poivre et sel, les cheveux blancs ou gris, qui me demandent de teindre leurs cheveux, comme on teint de la laine. Donc j'utilise les mêmes types de bains de teinture de laine qu'on utilise traditionnellement dans le textile pour teindre les cheveux, puisqu'il s'agit également d'un matériau à base de kératine. Ils réagissent absolument pareil à ces bains de teinture-là, et donc on peut justement changer la couleur de ces cheveux-là et ensuite les imprimer, donc les réduire en poudre, les imprimer sur des supports textiles et jouer évidemment sur les aspects tactiles. Et évidemment, qui dit variation de liant, dit variation de support textile. Et on peut utiliser par exemple de l'organza de soie pour révéler la nature des motifs que l'on vient imprimer sur ces supports textiles. Donc vous le voyez, on est par exemple à droite, on est sur un roux, un brun et 2 blonds qui appartiennent à 2 jumeaux qui sont blonds et dont on se rend compte qu'en les imprimant sous forme de poudre, ils ne sont pas exactement pareils alors qu'ils sont jumeaux parfaitement. Voilà. Ensuite, on arrive au deuxième protocole de textilisation qui vise à valoriser des longueurs comprises entre 5 et 15 cm que je feutre comme on feutre de la laine, de façon manuelle. Et donc, ces nouveaux supports d'expression graphique me permettent de sérigraphier à l'aide d'une crème peroxydante, comme on va se faire un éclaircissement chez le coiffeur. Eh bien, j'imprime de façon pérenne, je grave en profondeur la fibre en la décolorant pour finalement imprimer disons éternellement, ces nouveaux supports-là avec des motifs que l'on décide avec le commanditaire. Et rappelant évidemment aussi que le cheveu est imputrescible, c'est ce qui nous survit le plus longtemps après notre passage sur Terre. Donc c'est un matériau aussi extrêmement intéressant si on conçoit que l'objet va être légué de génération en génération en génération. Et ensuite, on arrive au 3e protocole qui vise à valoriser des longueurs supérieures à 15 cm que je tisse. Je tisse sous forme de trame composée de différents faisceaux de cheveux de différentes quantités et à travers une chaîne de tissage composée d'un fil, on va dire, d'origine étrangère aux cheveux.
mais qui permet de valoriser, de mettre en exergue, en avant, notamment ici comme c'est le cas avec un cheveu tie and dye, bicolore, hein, c'était la mode à un moment donné, de se faire les cheveux bicolores, de se les décolorer au niveau des pointes et de les recolorer. Et bon, comme toute mode, elle disparaît pour renaître, hein. Mais finalement, on se rend compte que j'ai eu un afflux de cheveux bicolores à valoriser, à textiliser. Et donc, c'est le cas ici que vous avez en image. Je n'ai absolument pas touché le cheveu, la couleur du cheveu, je l'ai traité ainsi et façonné ainsi. Ou au contraire aussi, on peut venir imprimer un motif sur les cheveux libres et entiers et ensuite venir les tisser comme on tisserait un ikat pour créer des vibrations visuelles des motifs. Ou encore, on peut créer des échos, des dialogues entre deux natures de dons capillaires. Ici, un tissage de cheveux appartenant à deux amis qui m'ont confié leurs cheveux, une brune et une blonde, que je viens se faire rencontrer, articuler leur nature sous la forme d'un damier tissé. Et on arrive au 4e et dernier protocole de valorisation textile du cheveu, qui est de valoriser des longueurs supérieures à 40 cm que je viens tricoter à l'aide d'un jersey en nylon transparent. Et donc l'intérêt de cette technique-là de tricotage me permet de faire sortir certains segments de longueur de la structure pour justement faire réintervenir du vivant à un matériau qui est inerte, en interagissant avec lui grâce à l'élasticité, à la malléabilité du matériau. Et également, on peut aussi valoriser, façonner des dons qui sont exceptionnels de par leur chromatisme. Là encore, des cheveux tie and dye reçus en grand nombre. Et ensuite, pour augmenter mes capacités à proposer à mes commanditaires des matériaux qui soient le plus possible définitifs, qualitatifs, au niveau de la définition des impressions, eh bien, je viens réduire en poudre. Donc, j'ai fait appel à un chimiste des matériaux de l'ENSCP, Chimie ParisTech à Paris, et on a travaillé ensemble sur une méthode de réduction en poudre, de fragmentation du cheveu pour obtenir une poudre suffisamment fine et homogène dans leur granulométrie pour qu'elle soit aussi fine que de la poudre de fond de teint. Et finalement, cette poudre-là, obtenue à l'aide d'un broyeur planétaire, hein, qui vient fragmenter à toute vitesse avec des billes ce cheveu-là, eh bien, on vient justement obtenir une charge qui est non seulement intéressante à utiliser pour imprimer à nouveau des motifs d'une grande définition au niveau de la qualité, mais également aussi en intégration au sein d'un monofilament composite chargé de poudre de cheveux. Et pour ce faire, je me suis allié au GEMTEX, donc une école d'ingénierie textile, un laboratoire d'ingénierie textile situé à Roubaix, donc de l'ANSET, avec qui possède un laboratoire de filature. Et on a créé un fil sur mesure à partir d'un seul don de cheveux, donc de 3 grammes de cheveux réduits en poudre, chargé de poudre de cheveux, donc un monofilament qui soit très long. Donc à partir de 3 grammes, on a plusieurs mètres de longueur de fil utilisable. Et donc finalement, ce fil-là, il est bobinable et il est suffisamment résistant pour être monté en chaîne sur un métier à tisser traditionnel. Donc il passe déjà l'étape de l'ourdissoir, hein. On peut voir effectivement à gauche qu'on est sur un fil qui est résistant, en tout cas à la tension, mais également lorsque l'on le tisse, on le monte en chaîne, on peut tisser en trame des cheveux libres et entiers et augmenter la charge capillaire de notre matériau tissé. Donc non seulement il est intégré dans la chaîne, mais également dans la trame. Et on s'approche de plus en plus du monomatériau capillaire. Ensuite, il faut aussi s'intéresser au domaine d'application de ces matériaux-là que je sais faire. Et pour moi, l'accessoire de mode, l'accessoire de luxe a été intéressant comme domaine d'exploration pour appliquer les matériaux. Et donc, je me suis allié au studio de design, au duo de designers Dash et Zéphyr, Florian Dash et Dimitri Zéphyr, pour réaliser une collection de 7 bijoux de tête, 7 accessoires de tête, composés de cheveux qui nous ont été donnés par nos commanditaires. Donc chaque pièce est réalisée à la commande en sur-mesure avec leurs cheveux. Donc on pousse le sur-mesure à son paroxysme, puisque non seulement le dessin de l'objet est dessiné en lien avec le commanditaire, mais en plus il contient dans sa composition intrinsèque une partie de lui.
Par exemple, on est sur un dialogue entre deux pièces, un dourag et un bonnet, qui appartiennent à Charles et Farès, un blond et un brun, dont on est venu réduire en poudre leurs cheveux pour les imprimer sous forme d'herbiers qui se superposent pour obtenir justement des pièces qui dialoguent de par leur composition, mais également de par leur esthétique similaire. Je vais assez vite parce que j'essaie d'être le plus concis possible. Là, on est sur une pièce qui appartient à un père qui nous a confié ses cheveux pour qu'on puisse créer un accessoire pour sa fille. Donc le père s'appelle Clément, la fille s'appelle Sibylle. Et donc on a réalisé un accessoire sous forme d'un bandeau, feutré à partir des cheveux du père, et ensuite que l'on est venu monographier à partir d'une sérigraphie de crème peroxydante à l'image des monogrammes issus du répertoire classique du luxe. Je vous laisse deviner à qui je fais référence lorsque l'on parle d'un monogramme blond sur du châtain. À quoi ça peut faire ça peut rappeler. Voilà. Et donc voilà, on trouvait ça intéressant de les lier justement aux initiales de ces deux personnes-là à qui les objets sont destinés. Ensuite, on est sur une pièce de tête réalisée en cheveux blonds de Iris qui nous a demandé de réaliser une pièce sur mesure pour son petit ami Kevin. Et donc, elle avait les cheveux très longs, blond platine, que l'on est venu tisser sous la forme d'un satin et monter sous la forme d'un dourag, donc un objet vestimentaire, un accessoire qui est destiné à son petit ami Kevin. Et également, on a eu affaire aussi à des cheveux qui sont nettement plus singuliers de par leur morphologie, donc des cheveux très frisés, crépus, dont on a absolument très peu, rarement l'occasion de valoriser, de façonner, puisque effectivement les dons sont très rares par rapport aux cheveux caucasiens par exemple. Et donc là, on a eu la chance d'avoir les cheveux de Mirella, qui a des longs cheveux au burn, extrêmement frisés, et donc au lieu de contraindre la morphologie de ces cheveux-là, on a réalisé une armure de tissage sous la forme d'un sergé tissé, et donc ces flottés dans le tissage permettent de révéler la nature de ses cheveux, et donc justement sous forme de flotté créer ce côté rebondi, en tout cas de le conserver, et les lisières du tissage ont été conservées et ont servi de visière et non plus de lisière au bob que l'on a constitué pour elle. Et on arrive à la dernière pièce pour Q-Anne, qui nous a confié ses très longs cheveux, très exceptionnels, des cheveux bruns, raides, très épais, que l'on est venu tricoter. Donc le tricot, je le rappelle, son intérêt c'est qu'il est élastique, et qui dit un tricot de cheveux, dit effectivement qu'on va pouvoir ensuite monter en bonnet, et bien épouser parfaitement le sommet du crâne de Q-Anne. Et par extension à ce projet, on a eu l'occasion de collaborer avec la maison Hermès, comme extension justement de ce projet-là, en vue effectivement d'essayer de toucher, eux, leur histoire, leur héritage historique lié au monde équestre et au cheval. Et donc évidemment, si l'on considère que le crin de cheval est un matériau, disons, voisin d'une fibre voisine du cheveu, eh bien on peut réussir à en faire quelque chose sous la forme d'un objet qui est à la fois destiné à la monture, mais également à son propriétaire. Et pourquoi pas pousser encore une fois le sur-mesure à son paroxysme en demandant à un propriétaire d'un cheval de sélectionner 396 crins, c'est très très peu à l'échelle d'une queue de cheval, sur sa monture pour qu'il puisse nous les confier et réaliser un objet sur-mesure pour lui et sa monture. Et on peut aller encore plus loin dans la prospection, dans le futur, en imaginant que Hermès pourrait proposer une armure de tissage qu'on a intitulée Centaure. Je vous laisse imaginer pourquoi. Parce que l'on a imaginé une armure de tissage qui puisse à la fois être composée de crins de cheval d'une monture identifiée et de cheveux issus de son propriétaire. Donc là, on est dans le couture poussé à son paroxysme à l'échelle de cet objet-là. Et on va encore plus loin dans la prospection, en essayant d'imaginer les bijoux sentimentaux de demain. Donc si l'on sait faire un fil chargé en poudre de cheveux pour des chaînes de tissage, donc un fil très fin et résistant, on peut imaginer justement grossir, augmenter le diamètre de ce fil-là. Et donc ça, c'est vraiment un projet qui est opérable, il est opérant, il fonctionne très bien. Et donc on peut, avec ce fil-là, ce monofilament, chargé de poudre de cheveux d'un seul individu, nourrir une imprimante 3D et concevoir un objet en sur-mesure dans des temps records pour lui,
à partir de ses cheveux. Et évidemment faire changer la forme, hein. Et l'objet conservera le chromatisme originel du cheveu et donc de son propriétaire. Par exemple, là sur ce que vous voyez à droite, il s'agit d'une amulette sur laquelle on vient fixer des anneaux donc portés au doigt, et que l'on peut diffuser autour de soi aux personnes que l'on rencontre, donc diffuser des fragments capillaires, hein, aux gens que l'on aime. Et donc il s'agit de mes cheveux à droite, hein. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Il est un peu tard, mais en tout cas, je me ferai un plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup Antonin pour ce voyage capillaire qui évidemment fascine parce qu'il est lié à la fois à ce qu'il y a de plus intime, mais aussi à ce qu'il y a de plus, je pensais au mot en termes de déchets, c'est-à-dire tous les mois, à peu près, on va chez le coiffeur, on se coupe et puis on abandonne sans vraiment penser à ce qu'on pourrait en faire de ses cheveux. En tout cas, merci beaucoup. Et évidemment, la question est à la salle. On va passer un micro. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. En fait, c'est une question qui est très pratique finalement. Je me posais la question parce que là, vous avez une vision qui est fascinante d'un point de vue métier d'art et puis, je dirais, artistique. Mais est-ce que justement, et c'est un peu la fin qui me fait penser à ça, vous pourriez aussi finalement permettre aux gens de changer leurs cheveux, au contraire de travailler à partir de leurs cheveux pour qu'ils soient plus beaux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est finalement quelque chose autour de soi-même, se transformer ses propres cheveux, ou les faire revenir, ou voilà, je sais pas, c'est une question comme ça. Oui, en fait, c'est ce que j'observe, merci, c'est une très bonne question, effectivement. Eh bien, le projet de design commence in vivo. La plupart du temps maintenant. Quand les gens commencent à connaître mon travail, ils se laissent pousser leurs cheveux pour obtenir la longueur suffisante pour obtenir tel type d'objet, tel type de matériau. Donc l'objet est pensé déjà in vivo. C'est extrêmement rare, hein. En plus déjà aussi l'intérêt aussi de travailler sur ça sur le long terme avec le commanditaire, donc l'origine, le gisement finalement, hein, de la matière première. Eh bien, c'est s'intéresser aussi à son histoire, et donc il n'y a sans aucune mesure de comparaison avec, par exemple, la laine. Je n'irai jamais remonter la filière de la laine, la source, en discutant avec le berger, et ni même la bête dans le pâturage. Alors là, j'ai réellement conscience de l'origine, je peux dialoguer avec lui et pousser jusqu'à un certain degré le sur-mesure, et des fois, effectivement, ça implique que la personne se laisse pousser plusieurs mois, plusieurs années, et même quand il s'agit des cheveux, par exemple d'une personne qui se rase la tête de façon quotidienne pour avoir la boule à zéro, hein, parlons de façon triviale, eh bien des personnes récoltent leurs cheveux tous les jours sous forme de poudre évidemment, des hommes, mais aussi des femmes, eh bien récoltent des quantités de poudre de cheveux, hein, quotidiennes durant 3, 4, 5 ans en vue d'aboutir à un matériau, à une impression textile qui soit déjà pensée 4 ans en avant la réalisation finale. Donc on est réellement sur une vision qui est voilà. C'est fascinant. À chaque fois que j'entends, c'est vraiment fascinant. Y a-t-il une autre question ? Oui. Oui, Valérie ? Là, en l'occurrence, on a vu ce qui est possible de faire en termes de textile, mais est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres usages qu'on peut avoir avec justement ce qu'on récolte, toutes les chutes de cheveux qu'on peut récolter ? Oui, d'autres usages. Alors, il y a d'autres designers qui le font très bien à ma place, notamment qui valorisent les vracs issus des salons de coiffure, hein, les poubelles. Hein, c'est quand même un gisement, justement, on reparle de gisement. Ce mot-là est un peu difficile pour moi hein, quand on parle de cheveux et d'humains. Mais voilà, si on considère que le salon de coiffure est un gisement de matière première et que le cheveu en est l'extrait, eh bien, effectivement, des designers s'en servent pour faire des objets, des cordes, plein de matériaux aussi pour le recyclage, la dépollution des océans en termes d'hydrocarbures aussi, hein, c'est un excellent filtre le cheveu, mais ça je leur laisse, puisque pour moi ce qui m'intéresse c'est pas l'anonymisation des cheveux, moi ce qui m'intéresse c'est de faire un matériau pour un individu lié à ses cheveux. On n'est pas sur une valorisation en vrac de ce gisement de matière. En fait c'est comment on passe du corps à l'objet d'art sur la personne.
Voilà, sur la personne ou dans son environnement quotidien. On pourrait faire presque la même chose avec les ongles. Voilà. Bon, là, c'est déjà suffisamment compliqué à rendre séduisant le cheveu, mais bon, voilà, on verra. C'est un autre projet. Ça sera peut-être pas le mien d'ailleurs. Mais effectivement, oui, il existe d'autres alternatives que moi pour justement valoriser cette quantité industrielle, si je puis dire, de matière. Et c'est pas mon projet. Une autre question? Oui. Ouais, je suis sûr que vous en avez d'autres. Je voulais savoir comment vous arrivez à feutrer le cheveu. Je le feutre comme on feutre de la laine. Donc je le carde d'abord pour mettre dans le bon sens toutes les fibres issues de mon paquet de cheveux. Et ensuite, je viens le feutrer à l'aide de frictions multiples, manuelles. Et donc j'imbibe le cheveu à l'aide d'une solution alcaline chaude. Pour ma part, c'est de l'eau chaude et du savon de Marseille qui contient de la soude, un petit peu de soude. Et justement, ça vient, par la friction, agglomérer les cheveux, comme on agglomère de la laine. Une autre question? Merci à tous les intervenants pour cette soirée passionnante. Merci infiniment. Voilà, bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.